Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les présidents de collectivités locales, Monsieur Francesco Burelli, président de l'ANACI en Italie, Monsieur Gianbattista Baccarini, président de la FIAP en Italie, Monsieur Christophe Tanet, président de l'UNIS, que je salue, cher Christophe, Mesdames, Messieurs. Monsieur le ministre, je vous remercie au nom de tous nos adhérents d'avoir accepté notre invitation. Je dois dire que pour notre fédération, l'année 2019 a été d'une exceptionnelle intensité. Si je devais classer tous les sujets que nous avons abordés ensemble cette année avec votre administration ou avec vous-même directement, je dirais qu'il y a les sujets qui fâchent, il y a ceux qui nous rendent perplexes et il y a ceux qui nous rassemblent. Et puis, il y a l'avenir. Mais avant d'aborder tous ces points, je voudrais vous faire en quelque sorte mon rapport d'étonnement. Vous me direz qu'au bout de 2 ans, il serait temps, et je rassure mes adhérents, je ne suis pas devenu un employé du ministère du Logement, mais je veux exprimer mon étonnement en 3 phrases. Je suis étonné par votre accessibilité ainsi que celle de votre administration. Je suis conscient parfois des limites de l'action publique, et c'est pour cela, et c'est mon 3e étonnement, mais en même temps important, que je reste convaincu de notre utilité. Pour autant, nous avons des sujets qui fâchent. En tout premier lieu, alors même qu'il y a 1 an, j'appelais au respect des syndics et de leurs collaborateurs, le Premier ministre nous a maltraités, mal jugés. C'était tellement facile de prendre à témoin son auditoire devant l'autorité de la concurrence, comme seule démonstration par l'ironie d'une soi-disant absence de concurrence entre nous, en confondant d'ailleurs publiquement charges et honoraires. Ce n'était pas digne. Au moment où devait en plus s'engager une réforme de la copropriété. Bien sûr, ces propos ont été nuancés par son directeur de cabinet adjoint, M. Fatoum, qui nous a reçus. Mais le syndic bashing était évident et tellement facile. Le serpent de mer du plafonnement des honoraires, loi Pinel. Nous attaquerons ce décret dès sa parution sous un double angle, législatif et réglementaire. Tout le monde s'accorde sur l'absurdité de ce décret. Les débats au CNTG en ont été l'illustration. Mais comme si le syndrome du Titanic habitait parfois notre administration, l'inapplicable décret va être pris. Chacun connaît notre position. Nous ne voulons aucune tarification de nos actes. On voit bien que la puissance publique est quand même incorrigible. Dans l'administration de biens, on a plafonné nos honoraires de baux et d'état des lieux. En syndic, l'arbitrage vient d'être rendu concernant le plafonnement de l'état daté à 380 € TTC. Certes, la médiane était à 400 €. Mais ce n'est pas un plafonnement, c'est une tarification à ce prix-là. La question se pose donc, pour l'ensemble des professionnels syndics, de savoir si nous restreignons notre prestation uniquement à ce que prévoit la loi, c'est-à-dire 3 points. Car je rappelle que l'état daté, tel que nous le délivrions, relevait d'un accord entre le notariat et nous au bénéfice du consommateur et comprenait bien plus de points que celui qui était initialement prévu par les textes. Ce qui démontre, à mon sens, l'absurdité finalement d'une tarification, mais plutôt laisser les acteurs du marché concevoir les documents nécessaires à la sécurisation du consommateur, et forcément ces documents, à ce moment-là, ont un coût proportionnel à la responsabilité qui est la nôtre. 27 400 entreprises dans notre secteur, pas 10, pas 100, pas 1000, 27 400 qui emploient 150 000 salariés et 60 000 agents commerciaux. Que l'on ne me dise pas que la concurrence n'existe pas. Je veux rouvrir le sujet des honoraires de location en zone tendue, et notamment à Paris et sur les petites surfaces.
S'il le faut, nous pourrons nous appuyer sur la législation européenne car nous avons maintenant ouvert une correspondance à Bruxelles. L'encadrement des loyers est une erreur, Monsieur le ministre. Il confisque le revenu de l'épargne de ceux qui ont fait le choix d'investir dans l'immobilier. C'est pour cela que nous avons mené un recours contre les arrêtés. Je crois qu'il faut poser à plat la fiscalité du revenu locatif, que ce soit celui du meublé de résidence principale ou celui de la location vide. Il faut créer, à mon sens, ce statut économique du bailleur privé. Il faut rééquilibrer en faveur de la location de la résidence principale, et notre débat vient de l'illustrer, votre politique. La fiscalité locale, qui repose en grande partie sur l'immobilier, est un sujet important et très sensible pour nos concitoyens. Alors, si je tombais dans la facilité, je dirais qu'il vaut mieux encadrer les taxes foncières plutôt que les honoraires et les loyers. Avec une hausse des prix de 101% en 20 ans et une hausse des volumes de transactions de 40% en 3 ans, nos départements ont bénéficié à plein de la conjoncture, sans compter qu'ils ont tous, quasiment tous, rehaussé leurs droits de mutation. Il faut que l'État, concernant les taxes foncières, prenne un double engagement. Il faut qu'il affiche plus de transparence dans les critères de fixation de la valeur locative. Je rappelle que ces critères datent globalement des années 70. Et je vais vous faire part de l'expérience que nous avons eue dans l'Isère, département que je connais bien. Nous sommes toute une série de propriétaires, au mois de septembre, à avoir reçu un courrier de l'administration. Ce courrier de l'administration nous disait tout simplement qu'en fonction d'un certain nombre de paramètres que nous ne pouvions pas connaître à cet instant, la base locative de nos logements était rehaussée entre 1 000 et 2 000 euros. La base, attention, pas l'impôt, la base. Et que pour connaître les raisons de cette hausse, il fallait attendre le recouvrement de l'impôt. On a eu effectivement beaucoup de propriétaires qui se sont adressés à nous, et pour un contribuable, c'est incompréhensible. Quand on rehausse une base, on donne immédiatement les raisons, ne serait-ce que pour exercer éventuellement un recours gracieux qui permet de comprendre les choses. Et donc cette attitude-là consiste tout simplement à priver, à mon sens, le concitoyen de cette faculté de recours. Premier engagement, Monsieur le ministre, plus de transparence. Deuxième engagement, moi je souhaiterais que soit bloquée pendant 20 ans toute intégration dans les bases locatives des travaux liés à la rénovation énergétique et à la sortie de l'indécence. On ne peut pas d'un côté, et c'est une politique que nous soutenons, susciter un mouvement massif d'investissement dans l'amélioration de nos logements et de leur performance énergétique pour, derrière, se voir rattraper par une revalorisation des bases locatives et une taxation supplémentaire. Enfin, il faut se poser la question de la participation des logements sociaux aux finances des collectivités locales. Leur exonération est incompatible avec leur nombre. C'est une double peine pour le secteur privé. Et on a des exemples précis sur le territoire. Quand on a des communes avec 40% de logements sociaux, c'est les 60% qui détiennent un parc privé qui financent les 40%. Et ça, c'est plus normal. Détenir une résidence secondaire dans la première destination touristique mondiale ne doit pas donner lieu, à mon avis, à une taxe d'habitation confiscatoire, et je crois qu'il faut faire très attention sur certains projets. En tout cas, pour notre part, nous nous y opposerons. Et puis enfin, il y a ce raisonnement curieux que l'on commence à voir, d'ailleurs qu'un précédent gouvernement avait déjà esquissé, c'est la fiscalisation de la plus-value liée aux conséquences de l'investissement public. Mais n'est-ce pas l'objet même de tout investissement public, a fortiori lorsqu'il est quand même financé par l'impôt, que d'accroître la richesse de nos concitoyens? Le rapport Nogal est pour nous une source d'inquiétude. Ce rapport contient des éléments objectifs d'une rare qualité opérationnelle, mais nous sommes perplexes.
Il affiche un objectif singulier qui est de promouvoir l'intermédiation. C'est donc une chance pour nous. Alors me direz-vous, de quoi avez-vous peur? Ce rapport porte en lui 2 défauts. Il se contredit et il touche à la viabilité économique de nos entreprises. D'un côté, on nous explique que nous sommes des tiers de confiance, de l'autre, qu'on ne peut pas nous faire confiance. Donc, je vais être clair. Les dépôts de garantie, tant qu'ils existent, nous devons les conserver. C'est structurel pour nos entreprises et c'est un marqueur de confiance. Son deuxième défaut, c'est d'avoir avancé une solution pour le mandat de gestion avec obligation de résultat, le dû croire, qui était intenable pour nos entreprises à l'exception des plus importantes. La fédération n'acceptera jamais de sacrifier son tissu de TPE et de PME qui constitue aussi une offre de services unique sur tous nos territoires. Nous partageons l'objectif. Travaillons sur les moyens. Monsieur le député Michaël Nogal a fait preuve d'une exceptionnelle empathie envers les professionnels de l'immobilier. Je lui reconnais de la ténacité. Je lui ai reproché de consulter, mais de ne pas concerter. Et je veux lui dire qu'il ne lui appartient pas de nous dicter l'avenir de nos comptes de résultats. Pour autant, je souhaite transformer cette main tendue en opportunité. Et nous allons y parvenir pour peu que les intérêts économiques et structurels de nos entreprises soient intégrés, pour peu que la cohérence entre les paroles et les actes soit au rendez-vous. La perplexité, c'est aussi quand je constate que des députés sont capables de proposer de confisquer une partie du prix de vente pour un logement qui serait classé F ou G, débat qui a eu lieu lors de la loi sur la transition énergétique. Moi, je suis stupéfait, parce que est-ce que la leçon des Gilets jaunes n'a-t-elle pas été comprise? Moi, je n'aime pas ces bobos qui se découvrent l'âme d'un procureur en fustigeant ce qu'ils appellent des passoires thermiques, terme que je rejette, parce que derrière une passoire thermique, il y a des citoyens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. J'ajoute que nos très belles maisons du XVIIe et du XVIIIe qui peuplent nos campagnes en sont aussi tout le charme. Et puis nous avons eu la suppression du plan pluriannuel de travaux dans le projet final des ordonnances de la copropriété. Je vous fais un tout petit reproche, c'est celui de ne pas nous avoir prévenus, parce que nous avons franchement été pris à revers. Ce plan pluriannuel était une très bonne chose. Il avait d'ailleurs fait l'unanimité des associations de consommateurs et de l'ensemble des professionnels autour de la table. Nous ne pouvons que regretter qu'il ait dû être techniquement retiré des ordonnances promulguées. Nous devons, à mon sens, reprendre le travail. Parce que ce qui nous rassemble, Monsieur le ministre, c'est l'ambition partagée de réussir la rénovation énergétique du parc de logements de ce pays. La FNIM a gagné un appel d'offres conjointement avec Qualitel pour former 1200 syndics et des milliers de conseillers syndicaux, et nous sommes des gens en action, c'est le mouvement Copropriété Verte. Vous avez soutenu la démarche initiée par l'École supérieure de l'immobilier, dont je salue les étudiants ici, avec l'Université de Perpignan, de créer une licence professionnelle incluant un parcours rénovation énergétique. Retravaillons ensemble à mettre en place ce plan pluriannuel de travaux dont nos copropriétés ont besoin, articulé sur un préfinancement intelligent, ouvert à des aides locales et nationales. Nous avons su travailler avec vos services et ceux de la justice sur la réforme de la copropriété. Je crois que nous avons été utiles, très utiles, pour aboutir à un texte que nous soutenons globalement. Et j'exprime ici, ouvertement, ma satisfaction sur la capacité d'écoute, de compréhension et d'intégration de nos propositions dans ce texte, et j'en citerai 2. Le régime des petites copropriétés,
et le fait pour les syndics de pouvoir proposer dans le futur des offres de services. Je crois que ça sera très utile pour l'avenir de nos copropriétaires, et ce, indépendamment de leur mission de syndic. Vous avez manifesté, Monsieur le ministre, votre considération pour le CNTGI. C'était important. Je dois dire que la nomination en tant que président du professeur Perinet-Marquet nous oblige tous à une production construite et de qualité. Nous sommes unanimes à reconnaître que grâce à lui, le CNTGI a conquis une certaine crédibilité auprès des services de l'État. Ce qui nous rassemble, c'est la lutte contre la discrimination. Ne nous trompons pas. S'il y a bien un secteur qui cristallise toutes les crispations de notre société, c'est bien le logement, valeur affective entre toutes chez les Français. Nous sommes au centre, mais nous ne sommes pas neutres. Nous régissons avec nos valeurs, nos opinions, nos craintes et celles de nos collaborateurs. Alors il n'y a qu'une solution pour nos entreprises, celle de la formation et du traitement de l'objection, d'où qu'elle vienne, complément indispensable d'un code d'éthique et de déontologie respecté. Ce chemin, la Fédération le trace et va continuer à le tracer pour tous ses adhérents, tous ses collaborateurs. Vous avez, Monsieur le ministre, prononcé une phrase lors d'un discours à Action Logement, il y a un an, je ne sais pas si vous en souvenez, mais qui est pour nous importante. Vous avez dit, et c'était plutôt courageux, « On ne mesure pas la réussite d'une politique du logement uniquement à l'aune du nombre de logements neufs construits. » Nous partageons votre analyse sur le zonage. Nous saluons l'excellent de Normandie dans l'Ancien, qui vient d'ailleurs d'être étendu. Votre politique volontariste sur les cœurs de ville est une première. Vous êtes un des rares ministres à avoir compris les enjeux sur le logement existant, et je tiens à le souligner. Pourtant, sur le terrain, trop d'aides sont encore exclusivement accaparées par le secteur social. La complexité, le maquis des aides, j'en faisais encore la remarque au conseil d'administration d'Action Logement concernant le plan d'intervention volontaire, le PIV, rend la lecture opérationnelle complexe. Et c'est ce sujet que je souhaiterais réussir en 2020. Comment pouvons-nous être des auxiliaires utiles de cette politique, et je reprends votre expression, du dernier kilomètre? Bail mobilité, Visal, où nous ne sommes pas encore suffisamment efficients, aide directe à nos clients par le plan d'intervention volontaire, Action Cœur de Ville, ANA, autant de sujets qui concernent nos clients et sur lesquels nous ne sommes pas assez en prise dans nos territoires. Je me fixe, la Fédération se fixe, cet objectif d'efficacité avec tous ses adhérents. Ce qui nous rassemble, c'est votre discours positif sur les professionnels. Le 2 janvier 2020, nous fêterons l'anniversaire de la loi Hoguet, celle qui nous régit, elle aura 50 ans. Ceux que l'on appelait les agents d'affaires ont progressivement rempli les fonctions d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens et de syndics. Cette loi a consacré leur existence, mais aussi décrit leur métier sans jamais les nommer. La loi Elan est venue sous l'impulsion de la Fédération nationale de l'immobilier, grâce à votre gouvernement, nommer et, ce faisant, protéger la dénomination de nos métiers. C'est l'aboutissement, au fond, de 50 ans de combat pour tirer l'ensemble de cette profession vers le haut. Il s'agit également de clarifier nos modèles en rétablissant une lecture saine des aptitudes et des compétences avec Vesta, notre caducée, dont on a vu l'accueil triomphal qui lui a été fait hier. Nous voulons achever ce travail d'identification et de légitimation. Nous donnons une identité visuelle à notre profession réglementée. Nous apportons une lecture simple aux consommateurs, au pouvoir public, de notre réglementation. Nous mettons de l'ordre dans la confusion des aptitudes. Nous clarifions les modèles. En puisant dans la mythologie, nous apportons la profondeur historique des fonctions que la jeunesse des professions n'altère pas. Alors, Monsieur le ministre, nous vous demandons de consacrer réglementairement cet insigne, qui n'est pas une enseigne, ce n'est pas un emblème, c'est un insigne. Notre objectif, et c'est important, sera ensuite d'être les propres acteurs de notre régulation en nous appuyant sur 3 piliers. La réglementation,
notre code d'éthique et de déontologie, le titre et le caducée, la commission de contrôle qu'il convient maintenant de nommer, dont le secrétariat sera assuré par la DGCCRF, et enfin, les syndicats professionnels, troisième pilier, et tout particulièrement, naturellement, la Fédération nationale de l'immobilier. Vesta était la déesse du foyer à Rome. Sa lance symbolise la défense et sa flamme, la chaleur du foyer. Pour nous, c'est le symbole de la noblesse de nos métiers. Défendre, éclairer. Nos fonctions sont anciennes, nos professions sont récentes. Il n'y aurait de plus beau symbole pour nous que pour l'anniversaire de la loi Hoguet, vous nous apportiez cette reconnaissance visuelle. Vous avez pu constater, lors de vos déplacements, que notre fédération était présente dans tous les territoires, au travers de ses chambres syndicales. À Roubaix, lors de votre déplacement sur l'habitat indigne et les marchands de sommeil, ce qui était important dans l'assistance pour la FNIM, ce n'était pas moi, c'était mon président de chambre, Emmanuel Chamba, c'était notre président de région, Emmanuel Di Girolamo. C'est eux qui portaient la voix du terrain et c'est eux qui vous ont fait connaître les réalités locales. Et finalement, c'est ce qui vous intéressait. Nous sommes les seuls à pouvoir vous apporter dans le secteur privé du logement cet éclairage. Nous sommes les seuls à pouvoir éclairer et défendre nos clients sur tout le territoire, mais aussi sans doute éclairer nos élus et défendre une vision, si ce n'est une politique, sur tout le territoire. Je vous remercie.